Il est 6h sur Europe 1. Europe 1 matin. Alexandre Lemaire. Alors, ce remaniement, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain ? L'interminable attente se poursuit alors qu'une dizaine de ministres sont donnés partant. Dernières informations en début de journal. Le sud de la France et de l'Europe continuent de souffrir de la canicule. La Grèce lutte contre une cinquantaine de feux de forêt. La France envoie ses Canadair en renfort. À la une également, la hausse des tarifs de l'électricité, plus 10% à nouveau dès ce 1er août. Le cauchemar des locations saisonnières. Les punaises de lit, elles font vivre un enfer aux vacanciers. Enfin, c'est le film événement de la semaine. Barbie sort aujourd'hui, avant-première hier soir au Rex à Paris. À la sortie, les spectateurs étaient conquis. Europe 1 les a rencontrés. Le journal de 6h, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Qui va entrer, qui va sortir ? Elisabeth Borne peaufine la composition de son nouveau gouvernement. La première ministre et le chef de l'État ont tenté de s'accorder sur des noms avant entretien en tête-à-tête qui a précédé le dîner à l'Élysée hier soir en présence des actuels ministres et secrétaires d'État. Ce remaniement à la marge pourrait concerner une dizaine de portefeuilles, Maï-Hélène Trémollet. Oui, en tête de liste, la secrétaire d'État Marlène Schiappa qui souhaitait tourner une page, Isabelle Rome qui lui avait succédé à l'égalité homme-femme ou encore le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye. D'autres noms moins familiers sont eux aussi sur la sellette. Olivier Klein au logement, François Braun à la santé, Catherine Colonna au Quai d'Orsay. Alors certains sautent sur l'occasion pour tenter d'approcher les postes qu'ils convoitent, à l'image de Clément Beaune qui vise le Quai d'Orsay ou encore Gabriel Attal qui pourrait succéder à Pap Ndiaye à l'Éducation. La première ministre cherche désormais à pourvoir les postes vacants. Du côté de l'Assemblée, les noms des députés Sacha Houlié, Prisca Thévenot et Maud Bréjon circulent pour succéder à Olivier Véran comme porte-parole du gouvernement. Mais vraisemblablement, le chef de l'État lui-même peine à faire des choix. Sur fond de désaccord avec Elisabeth Borne, il a été question encore tard dans la nuit de repousser le Conseil des ministres prévu aujourd'hui. Signe qu'en réalité, les jeux sont loin d'être faits. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1 et signe que les discussions ne sont sans doute pas terminées. La réunion des directeurs de cabinet prévue à 18h ce soir a été annulée. La Grèce, elle étouffe sous la chaleur. Elle doit maintenant, en plus, lutter contre plusieurs incendies. La France vole à son secours. Une cinquantaine de feux détectés. 2 incendies inquiètent particulièrement les pompiers, toujours pas maîtrisés. Ils se trouvent à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de la capitale, Athènes. La France a décidé d'envoyer des renforts, 2 Canadair, un avion de reconnaissance et une vingtaine de secouristes. Frédéric Arrault est le porte-parole de la Direction générale de la sécurité civile. Nous avons donc une situation assez catastrophique au niveau des feux de forêt, notamment dans la région d'Athènes. La France a répondu à cet appel, notamment avec l'envoi de 2 Canadair et d'un avion d'investigation de type Beechcraft. L'équipe envoyée hier soir est composée de 18 personnels, des pilotes, des mécaniciens et des pompiers. Après un premier briefing avec les autorités grecques ce matin, la végétation, le relief diffère un petit peu de ce que l'on peut nous rencontrer en France, mais globalement, on reste sur quelque chose que l'on connaît bien. Il s'agit vraiment de protéger les habitations et les vies humaines aux abords de ces villes. Aujourd'hui, la situation est compliquée en Grèce. L'année dernière, elle l'était en Gironde et ce sont les Grecs qui sont venus nous aider. Et donc, c'est en travaillant sur cette occurrence d'événements que l'on peut jouer le jeu de la mutualisation et s'aider les uns les autres. Frédéric Arrault, porte-parole de la Direction générale de la sécurité civile avec Thibaut Hu. La canicule qui continue de sévir aussi en Espagne. Plusieurs régions du sud et du nord-est placées en alerte rouge. Alerte maximale déclenchée également en Italie. Une vingtaine de villes concernées. J'allais chercher au pied des Alpes, à Palerme, en Sicile, en passant par Venise, Bologne et Rome. De Bolzano au pied des Alpes. Voilà, je cherchais la ville. Estelle vous en parle ce matin sur Europe 1 dans sa météo. Cette vague de chaleur, Christophe, elle s'étend également maintenant sur le sud et l'ouest de la France. Avec toujours 10 départements en alerte orange. La Gironde n'est pas répertoriée, mais ici on parle de phénomènes tropicale, température chaude et air humide favorise la prolifération d'un champignon, le mildiou. Cette maladie des vignes contamine 90% du vignoble bordelais. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, est attendu sur place aujourd'hui pour constater les dégâts. Reportage du correspondant d'Europe 1 à Bordeaux, Stéphane Place. Alors là, c'est touché. On est sur une parcelle de merlot sur cette grappe-là. On voit bien, le mildiou a fait ses effets. Les graines sont complètement desséchées. Constat sans appel de ce vigneron dont l'exploitation de 40 hectares à 1 heure de Bordeaux n'est pas épargnée par le mildiou. Un dessèchement complet lié, explique ce viticulteur Stéphane Gabard,
à une météo particulière. On peut aller de 10, 20, 30% de dégâts sur certaines exploitations jusqu'à 80 à 100% de dégâts. Et l'effet hammam, c'est que le mildiou, c'est un champignon. Et un champignon, les conditions favorables, c'est de la chaleur et de l'humidité. Cette année, on a eu la conjonction des deux, des très fortes températures au mois de mai-juin, des pluies qui revenaient tous les 3-4 jours. Des viticulteurs qui redoutent l'impact économique du mildiou, gel de printemps, forte sécheresse, forte humidité, épisode de grêle d'une violence inédite. C'est la 6e année consécutive depuis 2017 que le vignoble girondin est affecté par des aléas climatiques qui perturbent, parfois anéantissent les récoltes. Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 dans le Grand Ouest. C'est un signe de la fin progressive du bouclier tarifaire sur l'énergie. La facture d'électricité va faire un bond de 10% dès le 1er août. Après une première hausse de 15% en février, cette nouvelle augmentation fait grincer des dents. Les associations de consommateurs et l'opposition, de la droite jusqu'à la gauche, dénoncent un coup porté aux classes moyennes, injustifiable quand on regarde le coût de production de l'électricité, s'emporte le patron des Républicains à l'Assemblée, Olivier Marleix. Le gouvernement, lui, se défend, Baptiste Morin. Sans le bouclier tarifaire, eh bien, la hausse aurait été bien plus importante. Oui, depuis sa mise en place à la fin de l'année 2021, le bouclier tarifaire a limité la hausse des tarifs réglementés de l'électricité à 31%. Sans cette mesure, les prix auraient augmenté de plus de 150%. Ils auraient quasiment triplé. Même sur la seule année 2023, son effet est important, rappelle Sylvain Lefalleur, directeur général du comparateur d'offres Elowatt. Sur l'année 2023, ce qu'il aurait fallu faire pour couvrir les coûts, c'était un tarif qui était 2 fois supérieur au tarif 2022. Au lieu de ça, ce qu'a fait le gouvernement, c'est une première hausse de 15% et une seconde hausse de 10%. Donc ça fait quand même une hausse qui est moins importante que ce qu'il y a eu dans d'autres pays européens, ou moins importante que ce que ça aurait été sans le bouclier tarifaire. Et c'est vrai que les Français paient une facture 60% moins chère que les Belges ou que les Allemands, et même 2 fois moins chère que les Britanniques. Reste que ce bouclier tarifaire a été financé par la dette publique, donc par le contribuable. Entre 2021 et 2023, son coût est estimé à 110 milliards d'euros. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1, et la fin du bouclier tarifaire sur l'électricité est prévue pour début 2025. Rebondissement dans le feuilleton casino, le distributeur allemand Lidl se dit intéressé par la reprise du groupe français. Il aurait entamé des démarches auprès d'un investisseur pourtant associé au duo de repreneurs Kretinsky-Ladrette de la Charrière qui venait de déposer une offre. L'hécatombe continue dans le secteur du textile. Après Camaïeu, Gosport et Gap, la marque pour enfants Catimini annonce la fermeture de 44 magasins en France. Plan de redressement qui doit permettre de limiter les licenciements, affirme le groupe. C'est le cauchemar des vacanciers adeptes des locations saisonnières, qu'on parle d'hôtels, de gîtes d'étape ou d'Airbnb. Les punaises de lit sont en train de se multiplier. Plus d'un foyer sur 10 est infesté en France, selon un rapport de l'ANSES. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail va publier dans la journée une nouvelle série de recommandations pour lutter contre ce fléau. Yasmina Katou. Oui, l'ANSES recommande d'organiser des campagnes d'information dans les hôtels, les logements sociaux ou encore les crèches. L'idée est de prendre l'habitude de regarder sous le matelas pour vérifier s'il y a des taches, scruter la présence d'insectes dans les pièces, près des meubles. Si des punaises sont présentes, il faut réagir vite, sans utiliser de produits chimiques, explique Johanna Fitt de l'ANSES. Le premier réflexe est souvent d'utiliser des insecticides et la recommandation de l'ANSES est au contraire de n'avoir recours aux insecticides qu'en dernier ressort. Donc on recommande avant toute chose de nettoyer, aspirer, mettre le linge dans des sacs hermétiques. Le lavage à 60 degrés, faire un traitement à la vapeur avec un petit appareil peut permettre l'éradication des punaises. Mais par manque d'informations, certains font appel à des professionnels. Il faut alors débourser près de 900 € pour une intervention et pour le remplacement de la literie. Une dépense qui crée des inégalités. Les personnes les plus modestes rencontrent plus de difficultés à se débarrasser des punaises. L'ANSES préconise donc une prise en charge financière pour les foyers avec de faibles revenus. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. Tiens, et puisque l'on parle vacances, le gouvernement s'attaque à la pénurie de logements en zone touristique. Plus de 3500 communes vont obtenir leur classement en zone tendue, 3 fois plus qu'auparavant. Ce label leur permettra de surtaxer les logements vacants et les résidences secondaires. Un riche mercredi de cinéma sur Europe 1 avec 2 films événements à l'affiche. Oppenheimer de Christopher Nolan et Christophe, l'inévitable Barbie. Vous pouvez difficilement passer à côté de ce morceau. Ah là là, oui, j'espère que vous n'avez pas
tremper la tartine jusqu'au poignet dans le café. Morceau Barbie Girl du groupe Aqua. Alors ce Barbie de Grete Gerwig, j'espère que je le prononce bien, ferait plutôt penser à la poupée qui fait nom de Michel Polnareff. Non au patriarcat, non au machisme, oui au féminisme. Film que l'on dit bourré d'humour avec un Ryan Gosling étonnant en macho absolu. Qu'en pensent les spectateurs qui l'ont vu en avant-première hier soir au Rex à Paris? Eh bien tiens, Alexandra Gégy leur a posé la question. J'ai aimé le film, il donne vraiment une autre image en fait qu'on avait de Barbie. C'est une évolution pour Barbie. C'est un film super, il m'a beaucoup surpris dans le sens où je pensais pas qu'il avait un côté un peu féministe. Humour hyper décalé, ça fait plaisir, c'est hyper frais, donc c'est tout ce qu'on attendait. Excellent, je me suis pris une claque incroyable, des messages vraiment actuels, la quête d'identité, c'était super intéressant et très intelligent. Il y a vraiment une mise en scène qui est vraiment très recherchée. C'est un peu émouvant, c'était fort. Ça vaut le détour, c'est un shot de sérotonine. Margot Robbie est vraiment très chouette. Bien sûr, Ryan Gosling, c'est toujours très agréable de le voir dans un rôle très drôle. C'était une très bonne surprise dans le sens où c'est pas juste une simple comédie au final, c'est vraiment un film qui fait réfléchir aussi. Un reportage Alexandra Gégy, Barbie sortie en salle aujourd'hui. Vous y courez, Christophe, après la matinale? Non, je me couchais. C'est beaucoup de rose quand même, hein. Beaucoup de rose pour les yeux. Il est 6h10, merci à Christophe Lamar.